Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, j'espère que vous allez bien depuis hier, parce que oui, pour ceux qui découvrent Dev Café, eh bien c'est un format court que je vous propose tous les matins vers à peu près 7 heures et qui résume les principaux faits marquants autour du dev, même si j'essaie quand même de pas trop être technique. Et d'ailleurs, je vais pas vous faire plus attendre, car on va regarder tout de suite les sujets du jour et il sera notamment question des Firebase Dynamic Links qui ont enfin une date de fin, parce qu'en gros, jusqu'à présent, il n'y avait pas de date précise. On parlera aussi de la notion de propriété pour le contenu qui est généré par des IA, et on verra aussi des outils, et notamment un qui permet de générer des sites et uniquement avec des requêtes en SQL. Bon, histoire de faire monter un tout petit peu le watch time avant de regarder tout ça, et bien aujourd'hui on est le 23 août, et si on revient en 2002, Apple sortait la version Jaguar de macOS X, ou plus précisément c'était la version 10.2. Et cette version était d'ailleurs particulière car c'était la première où Apple utilisait comme argument marketing le nom des animaux, et donc ici Jaguar. Et pour ce qui est des nouveautés, cette version 10.2 apportait notamment le support de Rendez-vous qui était un protocole réseau pour facilement découvrir d'autres services. Et d'ailleurs ça s'appelle plus Rendez-vous aujourd'hui, mais Bonjour, comme quoi vous voyez ici le français ça a quand même quelques influences sur macOS X. Allez, j'arrête de vous faire patienter, on laisse finalement macOS X, parce que ici c'est bien important, c'est pas macOS tout court, mais macOS X, et donc je vous propose tout simplement à la place qu'on regarde maintenant les actualités de ce mercredi. Allez, on va commencer par jeter un petit coup d'œil sur les Firebase Dynamic Links qui permettent d'avoir un lien unique et en fonction de la plateforme, ça va vous permettre de rediriger vers des URL différentes. Bon, dit comme ça ressemble beaucoup à un raccourcisseur d'URL, mais l'avantage c'est que sur Android et iOS, si ce lien est lié à une application et que cette application est l'installer, eh bien ça va vous l'ouvrir, sinon par contre ça va vous proposer de l'installer, et c'est donc généralement très utilisé pour des liens marketing. Mais depuis la fin mai, on sait que la techno va être dépréciée, mais à l'époque, il ne donnait pas de date précise pour l'arrêt, et donc depuis ce lundi soir, les choses se sont précisées, puisque la date de fin est désormais prévue au 25 août 2025. Et dans la FAQ de Google, ils expliquent qu'il existe aujourd'hui les Instant Apps et les App Clips qui permettent d'avoir des petites applications sans pour autant avoir besoin de les installer, vous savez, c'est le fameux exemple avec les trottinettes. Mais ils expliquent que maintenir ce service, et notamment face à cette multiplication de manières d'accéder à des applis, bien ça faisait plus trop sens pour eux, ou en fait si on lit plutôt entre les lignes, je pense plutôt qu'ils y voyaient plus du tout d'intérêt commercial, car en gros c'était gratuit. Et donc plutôt que de s'embêter à continuer à le maintenir, ils le déprécient, et au 25 août 2025, tous les liens retourneront des erreurs de type 400, donc ce sera démerdez-vous. Mais malgré tout, ils pointent vers des services concurrents comme AppsFlyer, Bitfly et bien d'autres, mais je suis pas sûr à 100% qu'ils remplissent la liste de toutes les fonctionnalités que je vous montre juste en ce moment. Bref, ça nous fait un service de plus que Google envoie au cimetière, je crois d'ailleurs que c'est le 287e, et comme d'habitude, eh bien c'est démerdez-vous, et clairement c'est pas avec ce genre de décision qu'ils vont redorer leur blason. Allez, on passe de Google vers chez Apple, et on revient d'ailleurs sur macOS, et pour vous expliquer, quand vous téléchargez des applications, vous avez remarqué que pour certaines l'OS ne vous met quasiment pas de warning, alors que pour d'autres vous allez en avoir vraiment dans tous les sens. Et la petite différence vient de ce qu'on appelle les applications Notarized en anglais, qu'on peut traduire en authentifié ou certifié en français, et d'ailleurs si on lit la doc d'Apple à ce sujet, je vous la traduis. La notarisation donne l'assurance que le logiciel a été vérifié par Apple pour qu'il ne contienne pas de malware. La notarisation n'est pas la vérification d'application de l'App Store. En gros, c'est un process automatique qui garantit que toutes les applications, y compris celles téléchargées en dehors de l'App Store, ne sont pas corrompues si elles sont bien reliées à une signature. Et depuis Ventura, qui est la dernière version stable actuelle de macOS, on a ce qu'on appelle la protection dite d'App Management. En gros, ça permet pour une application notarisée que si on veut qu'elle soit modifiée par une autre application, il faut que l'utilisateur en donne la permission. Mais un développeur très connu dans l'écosystème a pris Firefox, qui est donc une application notarisée, et il montre que cette sécurité, elle est bien trouée. Alors dans son exemple, depuis le terminal, il a bien l'alerte que s'il essaie de modifier sans la permission, ça marche pas. En revanche, avec TextEdit, eh bien, il n'y a plus aucun problème. Et en cherchant la différence entre le terminal et TextEdit, eh bien TextEdit c'est une application sandboxée, et en réalité la faille c'est que n'importe quelle application sandboxée peut carrément passer outre l'App Management. Et c'est donc une vulnérabilité assez dangereuse parce qu'une application peut en modifier une autre, d'autant plus qu'ici le dev s'y prend assez mal parce que d'habitude dans ce genre de cas, on notifie l'éditeur et on laisse une certaine durée pour le temps de corriger la faille. Sauf qu'ici, il a publié l'article aussitôt et ça va donc, je pense, donner des mauvaises idées. Donc vous le savez, plus que jamais, faites vraiment attention, et surtout, si vous trouvez des failles, eh bien laissez un minimum le temps de les corriger avant d'hurler que vous êtes fier de les avoir trouvées. On continue et soi-disant l'IA va tous nous remplacer, mais une question revient quand même souvent, c'est qu'en est-il du droit d'auteur? À qui revient-il? Est-ce que c'est à la personne qui a écrit le prompt ou alors peut-être à l'IA? Eh bien on avait déjà vu il y a quelques semaines que quelqu'un s'était fait retoquer par le bureau américain des brevets car il avait estimé que même si le prompt est d'origine humaine, la proportion de travail apporté n'est pas suffisante pour pouvoir s'accaparer des droits.
Et maintenant on est dans le cas inverse avec une IA générative et dont le créateur a tenté depuis 2018 de la faire reconnaître par ce même bureau. Alors je vous zappe toute l'histoire depuis 2018, mais en gros c'est un non car l'organisme lui répondait qu'il fallait une paternité humaine pour déposer un brevet. Mais devant ces nombreux refus du bureau des brevets, le créateur de l'IA a voulu attaquer ce qu'on appelle la cour de district aux États-Unis, et pour la faire simple, ce sont l'équivalent des tribunaux de première instance et qui s'occupent du droit fédéral. Mais la juge ne l'a pas entendu de cette oreille et a carrément dit que les différents refus du créateur étaient, je cite, capricieux et non conformes à la loi parce qu'elle confirme qu'aucun droit d'auteur n'a jamais été accordé à une œuvre dépourvue de toute main humaine. Donc vous voyez, une œuvre créée par une IA générative, ça n'appartient à personne, en tout cas pour ce qui est des États-Unis, car dans les deux cas que je vous ai cités, ici c'est bien le bureau de brevet américain. Et pour le dernier sujet de cette partie, le gaming en tant que tel, c'est pas vraiment la cible de cette vidéo, mais par contre des boîtes qui en rachètent d'autres, c'est plutôt courant, et pour vous en citer quelques-unes, il y a par exemple Adobe qui veut racheter Figma pour 20 milliards de dollars, il y a aussi VMware qui devrait être racheté par Broadcom pour 50 millions de dollars, et si je fais grimper encore plus le curseur, on a Microsoft qui veut acheter Activision Blizzard King pour 70 millions de dollars, et pour le coup, c'est loin d'être la première fois que je vous en parle, car l'intention d'achat date de janvier 2022. Et la raison pour laquelle je parle d'intention d'achat, c'est qu'avec des rachats aussi importants, les différentes autorités de la concurrence doivent donner le feu vert, et bon, si je vous appelais multiples rebondissements, chez Microsoft, tout le monde est ok, sauf la CMA, c'est donc l'autorité anglaise, et eux, ce qui les fait tiquer, c'est la partie cloud gaming. Et pour la faire court, la CMA a peur que Microsoft soit en situation de monopole, car ils ont le Game Pass qui est l'équivalent de Netflix, c'est-à-dire un abonnement, et vous avez droit à un certain nombre de jeux en illimité. Et quand une autorité de la concurrence dit non, il faut savoir qu'elle n'a en réalité aucune autorité, contrairement à son nom, mais ses recommandations sont souvent suivies. Et dans le cas de Microsoft, il y a deux choix. Soit Microsoft ne vend plus de jeux issus de ce rachat en Angleterre, soit ils essaient de négocier. Et en l'occurrence, on est dans ce deuxième cas, car si Microsoft rachetait Activision Blizzard, forcément les jeux atterriraient dans leur offre d'abonnement. Mais la dernière nouvelle en date, et vous allez voir c'est complètement tiré par les cheveux, mais Microsoft va vendre à Ubisoft le fait que ce soit eux qui commercialisent les jeux d'Activision Blizzard King, mais uniquement en cloud gaming et pendant 15 ans. Ça veut donc dire que si Microsoft veut intégrer les jeux dans son offre d'abonnement et en cloud gaming, ils devront demander à Ubisoft alors que pourtant la boîte leur appartient. Mais malgré ce genre de truc totalement ubuesque, ça pourrait séduire la CMA, et de notre côté Ubisoft en profitera pour finalement accroître la visibilité de sa propre offre d'abonnement, parce que finalement les jeux d'Activision Blizzard King ils seront désormais diffusés par leurs moyens. Alors volontairement, je rentre pas trop dans les détails car c'est pas le nombre de chaînes gaming qui manque sur YouTube, mais si je voulais vous évoquer ce sujet, c'est que quand on entend aujourd'hui qu'une société veut en racheter une autre, eh bien rien n'est couru d'avance, et surtout il faut faire des concessions. Mais encore, ça marche pas toujours, car pour rappel, Facebook a dû céder Jiffy car cette même autorité anglaise avait dit niet. Donc finalement, si je retourne un tout petit peu la situation pour nous pauvres gueux d'une certaine manière qui n'avons pas des milliards à la banque, eh bien la bonne nouvelle c'est qu'un gros chéquier, finalement, ça permet pas forcément tout. Et voilà, on va s'arrêter là pour les actus du jour car j'avais quand même beaucoup de contexte à vous expliquer, et avant de passer à des choses plus simples, eh bien voici les actus en bref. Microsoft avait annoncé licencier 10 000 personnes au niveau mondial et les chiffres sont désormais connus pour la filiale française qui remerciera 209 personnes sur la base du volontariat, mais uniquement dans les services marketing liés au partenariat et aux ventes. En revanche, ils ne pourront pas aller travailler chez Google, Salesforce ou Amazon. Sans transition, l'environnement de bureau KDE devrait bientôt sortir en version 6 et cette avancée de version va aussi apporter un changement majeur puisque par défaut, il faudra désormais double-cliquer pour ouvrir des fichiers alors que jusque-là KDE ne nécessitait qu'un simple clic. Vous aimez les chiffres et vous aimez Excel, la bonne nouvelle c'est qu'une preview est désormais disponible pour faire du Python et ainsi manipuler les données. Ensuite, en mode pourquoi pas, la marque de rasoir Gillette vient de lier un partenariat avec la marque de gaming Razer. Pas de LED RGB ici, mais un rasoir bien fluo en édition limitée et dont le prix sera certainement aussi en édition limitée. Et enfin, c'est une page qui se tourne pour les amoureux de Mario car Charles Martinet, sa voix américaine depuis 1991, a décidé de laisser sa place. Il y officiait depuis Super Mario 64 et incarnait aussi des personnages comme Luigi et Wario. Et donc à 67 ans, il peut prendre sa retraite tranquillement, même s'il restera toujours proche de la franchise. Allez, on reprend et je vous en ai parlé en introduction, mais SQL Page porte assez bien son nom car il s'agit bien de faire des sites web avec une base de données en SQL. Alors en gros, comme vous le voyez dans la vidéo, vous allez extraire des données dans des colonnes avec des noms bien spécifiques et à partir de ça, ça va remplir un template et donc générer une page web. Et l'avantage c'est que c'est totalement agnostique en termes de base de données, ça peut être du SQLite, du MariaDB, du Postgre, et ensuite selon le composant que vous voulez, eh bien, vous avez certains attributs à fournir.
Mais bien évidemment, si vous voulez sortir un tout petit peu des clous, il faudra quand même sortir un tout petit peu de CSS et de tout le tralala, mais si vous avez juste besoin, je sais pas, d'un site assez générique, eh bien, comme on dirait, pourquoi pas. Ensuite, on va reparler d'IA, et vous avez probablement vu tous les articles qui expliquaient que c'était un peu la ruée vers l'or pour les prompt engineers, car bon, faut quand même l'avouer, obtenir le résultat souhaité, ça nécessite parfois de se casser un tout petit peu la tête, mais l'idée de Focus avec 3 O, eh bien, c'est de simplifier la génération d'images. Alors je vais pas aller jusqu'à dire que c'est du no-code, mais en tout cas c'est une version beaucoup plus accessible des prompts qui utilise en plus du Midjourney et du Stable Diffusion. Alors si ça vous intéresse d'aller plus loin, je pense que la manière la plus simple c'est d'utiliser le Colab de Google pour tester dans un premier temps et éventuellement vous pourrez l'installer ensuite. Et enfin on va terminer par un package pour NPM dont l'idée c'est tout simplement de ne rien faire car comme vous le voyez ça fait à peine 3 kilooctets. Alors en gros, quand vous avez des dépendances transitives et que vous les utilisez pas, en les overridant par ce package vide, eh bien c'est comme si vous les annuliez. Alors voilà, comme qui dirait, le rien c'est parfois utile, et j'ai d'ailleurs oublié de vous le préciser, mais cette lib elle s'appelle Dry Uninstall. Et voilà, c'était tout pour les actualités de ce mercredi qui, je l'espère, vous auront plu, et d'ailleurs en tout cas merci parce que je vois qu'en ce moment vous mettez de plus en plus de messages, et donc ça fait toujours plaisir. En tout cas, en attendant l'épisode de demain, n'oubliez pas de liker, de partager, de spammer, je sais pas, tout votre entourage. Et donc, finalement, maintenant je vous donne un rendez-vous demain matin dès 7h comme d'habitude.